Vous voulez mesurer la réponse d'un bidule RF à l'aide d'un analyseur de spectre. Comment allez-vous procéder? Il y a plusieurs façons et je vais vous en montrer quelques-unes. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Je vous donne en musique le condensateur électrolytique. Bidouilleuses, bidouilleurs, salut! Dans la deuxième vidéo, la précédente de cette série, sur les mesures par analyseur de spectre, je vous ai montré quelques techniques de connexion de l'analyseur pour mesurer un circuit, soit la connexion directe, l'utilisation de sondes, de boucles magnétiques et d'antennes. Maintenant qu'on connaît comment se connecter à l'analyseur, on peut regarder d'autres applications possibles. L'une d'entre elles est la mesure de la réponse en fréquence d'un élément RF série, un ampli, un atténuateur, un filtre, etc. Pour pouvoir faire de telles mesures, on aura besoin, en plus de l'analyseur, d'une source radiofréquence qui fournit de l'énergie sur tout le spectre radio qu'on veut mesurer. La meilleure façon de procéder est d'utiliser un générateur de suivi. Mais à défaut d'avoir un générateur de suivi à votre disposition dans l'analyseur de spectre, il y a des petites astuces qu'on peut mettre en pratique pour accomplir un peu la même chose, soit le tracé de la courbe de réponse d'un bidule RF. Mais commençons par montrer l'utilisation du générateur de suivi pour comprendre la tâche à accomplir. Alors, ce qu'on va utiliser aujourd'hui comme prétexte pour faire nos mesures sur l'analyseur de spectre, c'est ce filtre passe-bande qui, j'ai indiqué que c'est un filtre passe-bande de 34 à 68 MHz. Il faudra voir si c'est vrai, on pourra le vérifier. Et je ne sais pas non plus quelle performance ce filtre a, mais disons que ce sera cette pièce qu'on mesurera. Et évidemment, pour faire notre étalonnage, bien, on utilisera aussi un adaptateur qui va remplacer le filtre, tout simplement. Donc, on fait d'abord une mesure avec la source, le signal, et ensuite, on insère le filtre pour faire la mesure, donc voir la différence. Alors, c'est de cette façon-ci qu'on va procéder. Alors, la situation idéale, c'est bien sûr si on a un analyseur de spectre qui a un générateur de suivi en plus de l'entrée. Donc, on a une sortie RF d'amplitude constante en fonction de la fréquence. Alors, c'est le cas ici. À ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, c'est de brancher notre filtre, comme ceci, en ligne, et automatiquement, on obtient la courbe de réponse en fréquence du filtre. On peut aussi normaliser la courbe, c'est-à-dire s'il y a une légère variation de l'amplitude de sortie du générateur de suivi, on peut faire annuler cette légère variation pour n'obtenir à l'écran que la réponse du filtre et rien d'autre. Alors ça, c'est l'avantage d'avoir un analyseur spectral avec un générateur de suivi. Cependant, ce n'est pas tous les analyseurs de spectre qui ont un générateur de suivi et c'est habituellement une option de toute façon. Une fois la courbe tracée à l'écran, on peut la photographier, bien sûr, ou en faire le transfert électronique via une clé USB ou à l'aide d'un port de contrôle sur l'analyseur comme Ethernet, GPIB, série, etc. Il y a un autre avantage à souligner avec le générateur de suivi, c'est qu'il est possible de faire des ajustements de notre circuit en test en temps réel, tout simplement en consultant la courbe à l'écran, qui, elle, se rafraîchit constamment et rapidement. On pourrait donc aisément ajuster la forme d'un filtre, par exemple. Rappelez-vous de ce fait lorsqu'on regardera les autres astuces possibles. Bon, maintenant que vous avez vu la situation idéale, regardons d'autres possibilités de tracer la courbe de notre filtre à l'aide d'un analyseur spectral. Regardons l'utilisation d'une source de bruit à large spectre, à très bon marché en passant. Vous allez voir. Alors, comme source de signal large bande, cette fois-ci, on va utiliser cette source de bruit à très large bande qui est disponible sur eBay pour 20 $ ou plus ou moins, les environs. Alors, c'est vraiment pas cher. Celle-ci, je l'ai obtenue d'un vendeur sur eBay qui s'appelle Electronics Lee.
Je vous donne le lien dans la vidéo pour aller voir son magasin eBay. La raison est simple, c'est que je lui ai demandé s'il était disposé à m'en fournir une source de bruit gratuitement et il a accepté. Donc, vous comprendrez que je mentionne son nom. Alors, il n'est pas le seul à vendre ces sources de bruit, il y en a plusieurs, et puis c'est tout à peu près le même prix. Alors, pour regarder, c'est très simple de fonctionnement. Il y a une petite diode Zener ici qui est polarisée à l'inverse, donc il y a un courant qui passe à travers, et cette diode-là génère du bruit blanc. À très large spectre. Alors évidemment, ce n'est pas suffisant tel quel pour être utilisé, envoyé à la sortie. Alors ce qu'on a ici, c'est 3 étages d'amplification MMIC, tout simplement. Et ces 3 étages-là, plus la diode, sont alimentés par ce régulateur de tension ici. Et c'est tout, hein? C'est pas plus compliqué que ça. On l'alimente avec du 12 volts et le tour est joué, soit ici par les broches, soit ici par le connecteur alimentation coaxiale. Et on a une source de bruit à la sortie qui est quand même assez puissante, même très puissante. Vous vous rappelez dans la vidéo numéro 1 de cette série, je vous ai mentionné de faire bien attention, de toujours vous vérifier l'intensité de ce que vous allez insérer dans votre analyseur de spectre. Eh bien, regardez ceci. Alors, j'ai alimenté la source de bruit et je l'ai connectée sur mon voltmètre radiofréquence à large bande et regardez ce que j'obtiens comme lecture. Plus 16 dBm. Alors ça, c'est beaucoup ça. Plus 16 dBm, c'est 40 milliwatts. C'est quand même une bonne intensité. C'est pas tous les analyseurs de spectre qui peuvent endurer cette puissance. Alors, tenez-vous à 0 dBm ou plus bas en entrée à l'analyseur spectral. Pour contrer cette puissance trop forte, j'ai mis un atténuateur de 10 décibels avant l'entrée de l'analyseur de spectre et j'ai aussi mis l'atténuateur interne dans l'analyseur à 10 décibels aussi. Donc j'atténue de 20 décibels, ce qui nous amène sous le 0 dBm. Ne vous faites pas jouer par ces sources à bruit très larges. On croit que ce n'est pas puissant, mais quand vous additionnez la puissance sur toute la largeur de bande, à la fin, ça fait quand même une puissance non négligeable. Alors, voici le profil de bruit de la source de bruit à 20 $ de eBay, source pas chère. Présentement, je suis en max hold, donc c'est normal de voir une ligne quand même assez propre, mais en réalité, ça serait très bruyant là, en plus et en moins, puisque le bruit n'est jamais vraiment constant en fonction du temps. Si on fait le maximum, donc on saisit les valeurs maximales, bien sûr, ça va vraiment avoir l'air du profil. Donc on voit que c'est quand même une assez grande puissance à 10 MHz, mais regardez la différence entre 10 MHz et 2.9 GHz. On est à moins 27 et ici on est à moins 66. Donc on parle de pas loin de 40 décibels de différence au niveau du bruit. Alors on peut dire, je crois, que c'est utilisable jusqu'à disons 2,5 GHz. Après cela, le bruit tombe très rapidement. Donc de 0 à 2,5 GHz. Ce n'est pas droit. Ça, c'est la grosse différence, évidemment, avec un générateur de suivi qui nous donnera une ligne bien droite. Mais c'est utilisable quand même si on sait se servir des mémoires de l'analyseur spectral et des fonctions mathématiques incluses. Alors, regardez bien ce qui suit. Alors ça, c'est le profil entre 10 MHz et 110 MHz. Donc, c'est dans la bonne gamme pour vérifier notre filtre passe-bas. Alors, on voit ici que la différence est beaucoup moins grande si je déplace mon marqueur qui est à droite ici. Alors, on voit quoi? On voit environ 10 décibels entre 10 et 110 MHz. C'est quand même beaucoup, mais on va faire les petites passe-passe mathématiques. Bon, premièrement, on va s'enlever du mode de retenue maximale, des pointes maximales. Donc, voici ce que ça a l'air avec le filtre choisi sur l'analyseur spectral. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une moyenne. On va faire la moyenne des signaux
Et vous allez voir, ici, j'ai fait une moyenne de 50. Je vais accélérer, je vais sacrifier sur la résolution pour accélérer cette passe. Voilà. Et là, je fais une moyenne de 50 passes. Alors voilà, c'est déjà fait. Et en temps réel, il garde les 50 dernières passes. Alors on voit une ligne beaucoup plus fine. C'est notre profil, celui qu'on recherche. Maintenant, on va le mettre en mémoire, ce profil. Il va nous servir à soustraire ça du signal de notre filtre. Ce qui nous donnera ensuite seulement le filtre. Alors, je mets ça en mémoire. Voilà, j'ai mis ça en mémoire, ce profil. Maintenant, je vais le transférer dans la mémoire B. Parce que présentement, c'est la mémoire A. Alors, je m'en vais dans les mathématiques et j'échange avec la mémoire B. Ce qui va me permettre maintenant de afficher. Si j'affiche la mémoire B, on la voit ici en rouge. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une autre petite passe mathématique. Je vais soustraire la trace B de la trace A. La trace A, c'est celle qui rentre en temps réel dans le système. La trace B, c'est celle que j'ai mis en mémoire. Alors voilà, si je fais ce calcul mathématique, ce que j'obtiens, c'est un 0. Donc, c'est une ligne bien horizontale parce que j'ai fait une soustraction mathématique du signal existant et du signal en mémoire. Et comme il n'y a rien dans l'appareil présentement, mon filtre n'est pas connecté, eh bien, j'obtiens un 0, totalement 0. D'accord? Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais déconnecter la source de bruit et je vais insérer mon filtre. Et là, on va voir la réponse en fréquence du filtre qui va se profiler à l'écran. Alors voilà, c'est fait. J'ai connecté en série avec la source de bruit mon filtre et on voit le profil de réponse du filtre. On a une très bonne idée maintenant, bien que ce ne soit pas une ligne très nette, on a une très bonne idée à quoi le filtre ressemble. Je peux évidemment me déplacer par mon marqueur et faire des lectures ici d'insertion. On voit bien ici à la lecture qu'il y a environ quoi? Peut-être 0,5 décibels d'insertion, donc de perte d'insertion du filtre. Et on a notre réponse en fréquence. OK? Alors, je peux même abaisser, si on veut, cette ligne à l'écran. Si je voulais, je pourrais l'abaisser pour que j'utilise les graticules du bas. Mais vous comprenez le principe. Alors, j'ai d'abord mis en mémoire la réponse de la source de bruit directement branchée sur l'analyseur spectral. Je me suis servi de cette réponse en fréquence que j'ai mis en mémoire. Je l'ai soustraite du signal avec le filtre, ce qui m'affiche uniquement la réponse du filtre et non pas la variation de 10 décibels qu'on avait au départ. Donc, vraiment, on obtient la réponse, la vraie réponse du filtre de cette façon. Comme vous l'avez vu, c'est très fonctionnel, à condition d'utiliser la fonction de moyenne des courbes. Pour obtenir une réponse encore plus lisse, j'aurais pu augmenter la moyenne à 200 échantillons. Vous comprendrez bien sûr qu'avec cette technique de moyenne, c'est très difficile de faire une syntonisation de filtre en temps réel. Alors, c'est un compromis entre le lissage de la courbe et la réponse en temps réel à l'écran. Il nous reste une autre technique à regarder, et elle consiste en l'utilisation d'un générateur de signal radiofréquence à balayage. On regarde cela tout de suite. Alors, le générateur que j'utiliserai pour cet essai, c'est le HP8644A que j'ai déjà mis en vedette dans quelques-unes de mes vidéos, même qu'il était en trouble il n'y a pas si longtemps. Mais ce générateur a l'avantage de pouvoir balayer, donc fonction sweep, et je l'ai donc mis de 10 MHz de fréquence de départ de balayage à 110 MHz fréquence d'arrivée du balayage, et ce balayage se fera sur une durée de 20 secondes, entre 10 et 110 MHz. Aucune modulation, amplitude de sortie de 0 dBm. Départ 10, arrivée 110, et ça balaie constamment, évidemment. Alors, le générateur de signal balaie présentement la gamme de fréquences de 10 à 110 MHz, et donc l'analyseur
de spectre couvre la même largeur que le balayage du générateur de signal. Cependant, les deux ne sont pas en synchronisation comme ce serait le cas avec un générateur de suivi à même l'analyseur spectral. C'est pour ça que vous voyez que les amplitudes ne sont pas toujours constantes. Ainsi, on a l'impression même que l'onde disparaît, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment simplement que les deux balayages, celui du générateur et de l'analyseur spectral, ne sont pas synchronisés. Alors, présentement, j'ai connecté le générateur de signal directement sur l'analyseur de spectre. Je n'ai pas mis encore le filtre. Le filtre, je l'ai dans mes mains. Alors, là, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir saisir un maximum et donc voir c'est quoi notre ligne? C'est qu'on va mettre une retenue de la valeur maximum. Alors, c'est ce que vous voyez présentement. L'analyseur de spectre garde la valeur maximum de la lecture à n'importe quelle fréquence. Alors, on peut s'attendre à ce qu'après 2 passes, ces petites pointes-là vont disparaître et on aura une ligne bien droite. Alors, voilà. Là, vous allez voir que les lignes vont disparaître. Et donc, en 2 ou 3 itérations, donc balayage, on a une ligne bien droite. Donc, vous comprendrez que pour insérer notre filtre passe-bande, cette ligne-ci sera notre référence. D'accord? Alors, je pourrais simplement l'insérer, ce que je fais à l'instant. Donc, je déconnecte mon adaptateur et je branche mon filtre passe-bande en série, tout simplement. Et on va effacer la courbe et reprendre notre maximum. Alors là, vous voyez le filtre, la courbe du filtre qui commence à se tracer. Et on va avoir l'autre partie qui va se compléter ici. Et une autre passe sera nécessaire, évidemment, pour enlever tous les petits artefacts de désynchronisme entre le générateur et l'analyseur de spectre. Alors voilà, c'est fait. On peut maintenant faire des mesures si on désire. On pourrait mesurer donc notre largeur de bande du filtre, parce que, comme vous le savez, la définition d'une largeur de bande d'un filtre, c'est 3 décibels plus bas que le point le plus haut, donc de la bande passante. Donc, on pourrait mesurer 3 décibels plus bas ce côté-ci, 3 décibels plus bas ce côté-ci, avec 2 marqueurs, faire la différence en fréquence entre les deux, ce que je viens de faire ici. Vous avez les 2 marqueurs, celui de gauche que j'ai placé 3 décibels plus bas, celui de droite que j'ai placé 3 décibels plus bas, et ma lecture est donc de 33,7 MHz de largeur de bande pour ce filtre. Alors ça, c'est la méthode générateur de signal. Naturellement, on ne peut pas faire des ajustements en temps réel. Vous avez vu combien de temps ça a pris pour tracer la courbe, au moins 2 passes. Et donc, dans ce cas-ci, ce serait impossible d'ajuster ce filtre s'il y avait un ajustement possible. Une des raisons aussi, c'est qu'on utilise le mode de retenue de la valeur maximum. Donc, on ne pourrait pas diminuer. On verrait seulement une augmentation, mais on ne pourrait pas voir de diminution. Donc, c'est fait pour voir la réponse, mais ça ne fonctionne pas pour faire des ajustements d'un filtre. Vous aurez peut-être remarqué que la profondeur de la réponse de notre filtre, donc la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas sur la courbe, n'était pas la même d'une technique à l'autre. Comparez ici l'approche générateur de suivi et l'approche source de bruit, par exemple. Tout cela est évidemment fonction de l'intensité de la source par rapport au plancher de bruit de l'analyseur. Avec la source de bruit, j'aurais pu diminuer la largeur du filtre de résolution ou du filtre vidéo et ou la vitesse de balayage. J'aurais gagné de la gamme dynamique, possible à afficher dans ma mesure, mais au prix d'un balayage encore plus lent. Donc, ça dépend de ce que vous voulez accomplir comme mesure. Jouez tout simplement avec ces paramètres pour optimiser l'affichage le mieux possible. Alors voilà, vous avez vu que même si on ne possède pas de générateur de suivi sur notre analyseur de spectre, il est possible d'utiliser des techniques alternatives, source de bruit à bas coût et générateur à balayage, pour réussir à tracer des courbes de réponse en fréquence sur notre analyseur de spectre. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment utiliser un coupleur directionnel
toujours à l'aide de sources de signal, pour mesurer des pertes par réflexion, l'équivalent du rapport d'onde stationnaire, le ROS, en fonction de la fréquence, sur l'analyseur de spectre, encore une fois. N'oubliez pas de me donner votre rétroaction par un pouce vers le haut ou un pouce par le bas, selon que vous aimiez ou pas. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et il y a le support via Patreon si le cœur vous en dit. Merci et à la prochaine!